Bonjour, Sega. Si vous connaissez pas Sega, vous connaissez Sega. C'est l'un des mastodontes de l'histoire du jeu vidéo. Tetris, Sonic, Super Monkey Ball, Puyo Puyo, Angry Birds, tous ces jeux s'est développés ou popularisés par Sega. De toute façon, c'est simple, dans les années 80-90, soit vous aviez une console Nintendo, soit vous aviez une console Sega. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, Sega, on n'en entend plus trop parler. Je veux dire, dans les constructeurs de consoles, Nintendo est toujours là, plus que jamais. Sony et Microsoft se sont rajoutés avec la PlayStation et la Xbox. Et Sega, Sega, ils sont plus trop là. Mais d'abord, il faut revenir sur les lieux du crime. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'une compagnie passe de partage le monopole avec Nintendo à aujourd'hui plus rien. D'ailleurs, petite anecdote, Sega, ça vient de la contraction de Service Games. Sega, rien à voir avec le genre de musique, comme je croyais quand j'étais petit. Et Microman n'est pas le seul. System shutdown. En 1993, c'est le début de la 5e génération de consoles. Le nerf de la guerre, c'est la 3D. Vous pouvez voir notre épisode sur la question. Nintendo propose sa Nintendo 64, PlayStation arrive du côté de Sony, Microsoft débarque avec sa Xbox et Sega, ils sortent la Saturn. Ready for the future. Introducing Sega Saturn. Next generation gaming platform. Amazing new 3D experiences never before possible on home game systems. Wow. Vous vous en souvenez? Oui, non, pas trop. Ouais. La Saturn, elle a bien marché au Japon, mais en Occident, c'est un énorme flop. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, le catalogue de jeux, il est moins bien achalandé que les autres, ça c'est évident, je veux dire. Nintendo 64, il y a Mario 64, Ocarina of Time. Sur la PlayStation, il y a le premier Tomb Raider, il y a Crash Bandicoot. Et sur la Saturn, il y a Virtua Fighter. En fait, la stratégie de c'était de couper l'herbe sous le pied à tout le monde, en sortant la Saturn un peu avant les autres. Donc évidemment, quand ça sort, c'est révolutionnaire. Par contre, ça commence très vite à être dépassé. Je veux dire, Virtua Fighter, c'est une claque quand ça sort en 95. Par contre, seconde 1, quand Soul Calibur et Tekken commencent à arriver sur le marché, ça disparaît complètement. Si on ajoute à ça que la console coûte 100$ plus cher que les autres consoles de la même génération, on se retrouve donc avec une machine qui coûte plus cher, a un catalogue de jeux moins attrayant et à la traîne au niveau technique et en plus a un multi en ligne complètement inutilisable. Donc autant dire que ça s'est pas très bien passé pour Sega à ce moment-là. 5 ans plus tard, dans un dernier move un peu désespéré, Sega sort la Dreamcast. Mais qui va être un flop aussi. It's the most powerful games console in the world's history, and it's the only games console that brings you into the world. Ce coup-ci pour d'autres raisons. Ce sera une affaire de problèmes d'approvisionnement qui feront que la console sera difficilement disponible et vous avez le clou final dans la carrière de Sega en tant que constructeur de consoles. C'est fini, Sega ne construit plus de consoles, est relégué au simple rang d'éditeur et racheté partiellement par Nintendo, humiliation absolue. Et aujourd'hui, on ne trouve plus des consoles Sega que dans des revendeurs d'occasion. Sauf que non. En fait, tout ça, c'est l'histoire de Sega au Japon et en Occident. Mais il y a un pays où on peut continuer à acheter des consoles Sega au supermarché, neuves, qui ont été produites là, dans l'année, quoi. Un pays avec des liens historiques forts avec le Japon, un pays qui a la plus grande population de Japonais à l'extérieur du Japon d'ailleurs. Un pays au passé dictatorial un petit peu difficile, qui a tendance à sortir un peu ses propres contrefaçons pour tout et pour rien. Ouais, vous l'avez, c'est... Le Brésil. J'avais pas vu venir celle-là, hein. Toute cette belle histoire que je viens de vous raconter, cette histoire de gloire déchue, de combat entre deux frères ennemis, que l'un finit par gagner dans la gloire et l'autre perd héroïquement, ça c'est l'histoire de Sega en Occident et au Japon. Mais n'en déplaise aux groupes qui font des tournées mondiales, il y a d'autres pays dans le monde. Et l'histoire de Sega au Brésil, elle est complètement différente. En 1987, Sega est très intéressé par le marché brésilien. Pour une très bonne raison, il y a 100 millions de personnes et Nintendo, ils sont pas du tout là. En fait, les lois protectionnistes, les coûts d'import extrêmement forts, l'instabilité politique, à ce moment-là le Brésil il sort d'une dictature depuis à peu près 1 an ou 2, font que Nintendo est plutôt découragé de s'installer sur le marché brésilien. Alors attention, ça veut pas dire qu'on peut pas jouer à des jeux Nintendo au Brésil. Il y a une pléthore de contrefaçons qui circulent déjà. La plus connue, c'est la Phantom System. Elle est produite par Gradiente, une société brésilienne. Alors eux, leur truc, c'est qu'ils ont été acheter des NES, ils les ont désossés, ils ont fait du rétro-engineering pour produire leur propre carte mère de NES, ils ont mis ça dans des coques d'Atari 7800 qui leur restaient d'un deal qui n'a pas marché avec Atari, et pour les manettes, ils ont pris des manettes de Mega Drive.
pas mal. Você tá pronta? Vou na frente, você me segue. Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga. Sauf que ces contrefaçons, elles sont un petit peu vendues sous le manteau, et Sega se dit que ça fera pas le poids face à une présence officielle. C'est ainsi que l'année suivante, en 1988, il signe un deal avec la compagnie brésilienne Tectoy, qui sera chargée de distribuer les Master System et les Mega Drive officiels à travers tout le Brésil. Et c'est un carton. Sega, ils ont eu le nez creux sur ce coup-là. Les jeux comme FIFA, Mortal Kombat, Shinobi, Golden Axe, aujourd'hui ça fait partie du paysage culturel du Brésil des années 90. Toutes les maisons virtuellement avaient une Master System ou une Mega Drive. Et Sega, ils roulent sur l'or. Quand Nintendo veut s'implanter officiellement au Brésil en 1996, c'est déjà beaucoup trop tard. Tectoy et les consoles Sega, ils dominent le marché depuis bientôt 10 ans. Et quand Sony tentera en 1997 de faire entrer la PlayStation au Brésil, ils s'embrouilleront avec le gouvernement et du coup ils n'auront pas le droit de faire la promotion publique de la console, donc de la publicité à la télé, des panneaux affichage et tout, jusqu'en 2007. Autant dire que ça n'a pas marché du tout quoi. Les quelques PlayStation qu'il y avait au Brésil, c'était des connaisseurs qui les faisaient importer des États-Unis, souvent à prix d'or, à un moment où le pays était en pleine récession économique. Sauf que même si Tectoy a la majorité des parts de marché, c'est-à-dire 80% des consoles vendues au Brésil dans les années 90, c'est Tectoy et donc des consoles Sega, dans les années 90, quand ça va pas bien pour Sega, ça finit par se faire ressentir du côté de chez Tectoy aussi. En fait, quand Tectoy se retrouve avec la Sega Saturn sur les bras en 95, ils font face au même problème que le reste du monde. La console, elle est beaucoup trop chère, le catalogue de jeux, il est carrément pas attrayant, et en fait, la console, elle se vend pas. Alors ils vont tenter des trucs, par exemple, pour réduire le coût de la console, ils vont retirer le modem de connexion à Internet qui permettait à jouer en ligne. Bon, déjà parce que ça marchait pas très bien, et puis à ce moment-là, de toute façon, il y a que 3 villes au Brésil qui sont connectées à Internet. Mais même ça suffira pas. Je l'ai dit, le pays est en pleine récession économique, et à ce moment-là, les Brésiliens, ils veulent pas la console du futur, ils veulent une console qu'ils peuvent acheter, tout simplement. La Saturn, elle ne s'écoulera qu'à 20 000 pauvres exemplaires. C'est poussif. C'est même pas ce que faisait la Mega Drive et la Master System en un mois à l'époque. Avec tous ces problèmes, Tectoy va se retrouver en déficit, et même carrément en faillite. Ils vont donc complètement changer de stratégie. Déjà, ils vont commencer à diversifier leurs produits et à vendre d'autres trucs. Et surtout, plutôt que d'essayer de vendre des nouvelles consoles Sega, ils vont décider de capitaliser sur ce qui marche déjà, la Mega Drive et la Master System. En 1998 sort sur PC Duke Nukem 3D, c'est la suite de la série Duke Nukem, une série ultra populaire aux États-Unis. Il ne sort que sur PC, sauf au Brésil. Au Brésil, Tectoy fait un portage Mega Drive pour que le jeu soit vendu. Et en fait, ils vont continuer à faire ça pendant un moment. Parce que les Brésiliens, ils ont des Mega Drive. Il faut juste des nouveaux jeux pour qu'ils continuent à acheter des jeux et des Mega Drive. Sauf que faire un nouveau jeu Mega Drive en 98, c'est poussif. Je veux dire, le reste du monde, il joue déjà à Tomb Raider 2. On parle déjà de la PS2. Et c'est pas la seule idée que Tectoy aura pour continuer à vendre des trucs au Brésil autour des consoles Sega. Par exemple, d'autres exclusivités brésiliennes, on a la Master System 2. Alors, il y a eu une Master System 2 en Europe, mais là au Brésil, c'est pas la même. C'est la même console, sauf que le jeu de base à l'intérieur, c'est un autre jeu Alex Kidd. Rien à voir. La Master System 3, en revanche, va y avoir une sacrée différence. La console n'a plus de port de lecture de cartouche, il y a 20 jeux préintégrés dans la console, elle est plus petite, plus compacte, et donc elle coûte beaucoup moins cher à produire. Et donc elle se vend beaucoup moins cher. Et donc elle fonctionne super bien, je l'ai dit, à ce moment-là, les Brésiliens, ils veulent juste pouvoir acheter la console, ils s'en foutent que ce soit le futur. En 94, dans un grand élan de féminisme, Tectoy sortira la Master System Girl, pour tenter de s'adresser à un public féminin. C'est la même console. Juste, elle est rose, quoi. Et la Mega Drive aussi a eu droit à une tripotée de versions, notamment il y a eu une Mega Drive 2 et 3, uniquement au Brésil. Et alors, j'ai eu beau chercher pendant des heures, je suis infoutu de trouver la différence technique entre la Mega Drive 1, 2 et 3 au Brésil. Il y en a probablement une, mais en ce qui me concerne, ils ont probablement ressorti à peu de choses près la même console pour tenter de capitaliser sur les ventes. Il y a aussi eu beaucoup de jeux qui ont eu des reskins complets brésiliens. L'un des plus connus en 94, c'est Monica no Castelo do Dragão, qui est en gros, basiquement c'est Wonder Boy, sauf qu'on a changé tous les personnages et l'univers pour coller avec une BD populaire brésilienne, Monica. Et aujourd'hui, Tectoy, ils en ont pas encore fini avec la Mega Drive. Elle a continué à être produite jusqu'en 2023, il y a 2 ans. Et la Master System, la console qui a bientôt 40 ans, la console qui est aujourd'hui à peu près aussi puissante qu'une calculette, elle continue à être produite aujourd'hui et à être vendue neuve dans des supermarchés brésiliens. Comme quoi, pour nous, la console du futur, c'est la PS6, mais là-bas, c'est peut-être bien la Mega Drive 15. J'ai dû lire des articles en portugais pour cet épisode. En portugais. À la base, moi, je sais juste dire « Uma caipirinha, por favor ».